Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue aux Trois Afueras. Aujourd'hui, nous recevons Kevin Brooks. Donc, Kevin Brooks, professeur. Donc, il détient, je crois, un master à Grenoble, si je m'abuse, si ma mémoire est bonne. Si mes informations d'il y a 3 semaines, j'ai vérifié sont bonnes. Aussi, ben, bon, bien sûr, de la politique avec un député des Hauts-de-Seine, ce qui nous explique ici. Donc, avec grand enthousiasme, on pourra en parler. C'est un libéral économique. Hein, pourquoi pas, on va avoir de la difficulté à inviter un socialiste un bonjour. Donc, on remercie tout simplement M. Brooks de faire partie de cette émission qui va être un peu difficile à ne pas être trop longue, puisque beaucoup de questions nous chatouillent les papilles, nous brûlent les lèvres. Donc, essentiellement, on essaie de rallier de grandes solitudes. On ne parle pas, bien sûr, d'un océan à l'autre, on parle des deux côtés de l'Atlantique, les libéraux de France, les libéraux de la Nouvelle-France aussi. Donc, on est seul, isolé sur un grand continent et la même chose de l'Hexagone. Donc, merci beaucoup, Kevin Brooks, de te prêter au jeu aujourd'hui. Bah, merci à vous pour l'invitation surtout. Alors, Moi, on disait je vais que commencer avec la première une question. question. Ouais, Oui, une première la question. question, parce qu'on parlait un peu, avant que le podcast commence, donc comme tu travailles pour un député, qui est pour les Républicains, donc un peu de la droite, libérale, qui est un peu genre du style Avi Millet. Et bon, il y a beaucoup de mouvements de populisme en France, ben, pas juste en France, mais genre en Europe, qu'on parle donc Marie Giorgia Meloni en Italie, Le Pen en France, Orban en Hongrie. Je veux dire, est-ce que le populisme est une menace pour le libéralisme? Alors c'est une question qu'on se pose, un peu tous les jours parce qu'il y a une tentative, en tout cas en France, d'une partie de la frange radicale de la droite, donc qui s'appelle, l'UDR, et même le Rassemblement national, de capter un petit peu ce mouvement populiste libertarien qui vient d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, de manière un peu opportuniste. En disant: «Bah, vous êtes en colère contre les impôts, vous êtes en colère contre le gouvernement qui décide pour vous et beh, nous aussi», et ils ont un discours assez fort là-dessus. Mais malheureusement, leur discours est entre guillemets «pas cohérent», parce que ça va aussi de pair avec la volonté de fermer les frontières, d'être hostile au traité de libre-échange. Donc on retrouve un peu des incohérences doctrinales qu'il y a chez Trump. Et du coup, au sein de la droite, il y a vraiment une fracture qui est en train de s'opérer entre ceux qui acceptent ce discours populiste, dégagiste, et qui remet parfois en cause nos institutions. C'est-à-dire la question, c'est qu'est-ce qu'on fait face à la crise migratoire? Est-ce qu'on est prêt à faire des exceptions avec le droit européen pour faciliter les reconductions à la frontière ou non? Et donc la droite se fracture entre ceux qui veulent quand même garder le cadre européen, le respect de l'état de droit, et qui veulent, garder l'idée réformiste, c'est-à-dire qu'on va convaincre les autres, on va y aller pas à pas et pas par des méthodes autoritaires, et une autre partie de la droite. Et je dirais que ça, c'est un point de friction, aussi bien chez les partis politiques, mais tout simplement chez les gens, les think tanks, les journalistes, et cetera. Mmh. Et Parce qu'on voit d'ailleurs, beaucoup. c'est intéressant parce que quelqu'un comme Mathieu Bock-Côté, par exemple, a tendance, qui nous vient du Québec, a tendance à quand même promouvoir, Éric Zemmour et ses idées, où là, c'est clairement une stratégie de rupture. Alors que moi, je reste un libéral à l'ancienne, on va dire un libéral classique qui considère qu'il faut quand même respecter les institutions, comme l'état de droit, l'équilibre des pouvoirs, l'indépendance des juges. Voilà, il y a eu toute une discussion en France sur, et d'ailleurs, j'ai vu que cette discussion a eu lieu en Amérique du Nord parce que Trump a commenté cette décision de justice. Mais sur l'indépendance des juges, moi, je fais partie de ceux qui considèrent que peut-être que la loi est mal faite parce qu'elle réprimande Marine Le Pen sur des faits qui sont un peu obscurs. Mais en tout cas, il faut respecter, il ne faut pas critiquer les décisions de justice en public, par exemple. Voilà, Surtout c'est quand on ça vient le d'un autre État. clivage fort. Comment? Mmh. Surtout quand on vient d'un autre État, ça Mmh. peut l'aider dans un certain contexte plus populiste, mais pour le reste des électeurs, ce que fait M. Trump n'a pas rassuré décidément ceux qui disent nous, on ne se rapproche pas de ce mouvement-là. On a peut-être des Mmh. accointances, ou du moins des sympathies, plutôt trumpiennes à quelques égards, mais on n'est pas dans ce genre de Mmh. choses-là. Parce que le Rassemblement national, présentement, doit probablement grincer des dents. Mais là, on est à la Cinquième République. Il y a eu 2 révolutions chez vous. Je dis 2 révolutions parce que je compte la Commune. On ne refera pas l'histoire, de la monarchie, la dernière de l'Ancien Régime jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, mais
comment se fait-il qu'un pays qui est comme le vôtre, qui a rencontré des bastions, qui a vu naître l'État de droit, qui a vu bon nombre de succès philosophiques, disons-le, les Lumières, hein, le pays des droits de l'homme. Moi, j'ai un amour-haine avec la France, un amour-haine inconsidéré. Je ne peux pas ne pas haïr la France au même titre que je ne peux pas je ne peux pas bref, le contraire. Donc, comment se fait-il encore en France que vous êtes comme à la façon d'Astérix et Obélix, des irréductibles Gaulois qui résistent toujours à l'envahisseur, mais qu'elle ne réussit pas à intégrer les mouvements de façon organique, c'est-à-dire les LR, c'est-à-dire ceux qui se prêtent, peut-être même du modem, pourquoi pas. Comment se fait-il que le libéralisme en France, aujourd'hui, où ce qu'une une monarchie républicaine qu'incarne le président de la France, mais Emmanuel Macron et ses prédécesseurs, comment ça se fait que le libéralisme n'a pas intégré tout ça? Bah, c'était la question que je me suis posée pour écrire ma thèse de doctorat, et d'ailleurs je précise que, tu as un amour-haine pour, la France. Moi, j'ai un amour tout court pour le Québec, puisque, j'y ai travaillé. Je suis encore chercheur associé à l'Institut économique de Montréal et j'avais pu sentir qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont un amour-haine pour la France. C'est aussi une forme d'incompréhension, parce que c'est vrai que quand on regarde l'histoire de France, c'est un peu incompréhensible. Tu as très bien fait le constat, c'est-à-dire on a un pays où en gros on a un peu théorisé le libéralisme politique, même avec Montesquieu, l'idée de division des pouvoirs. On a théorisé la liberté des modernes avec Benjamin Constant, avec l'idée de dire le seul rôle de l'État, c'est de laisser les gens libres et de mettre une borne autour d'autres individus qui voudraient empiéter sur ces libertés. Et Alexis Tocqueville aussi, avec l'éloge de la société civile, etc. On a plein de bonnes idées qu'on a même exporté à l'époque. Même Adam Smith, en fait, dans sa richesse des nations, il est influencé par les physiocrates français, Turgot, des gens qui ont inventé le mot laisser-faire aussi, même le mot entrepreneur, le mot laisser-faire. Donc, ma thèse, je me dis tout ça. Donc, on a contribué quand même à l'histoire de la pensée économique et politique de manière très libérale. Pourtant, on regarde des indicateurs froids, parce que moi, je suis comme mon ami Vincent Geloso, j'aime beaucoup les chiffres. Quand on regarde les chiffres, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que les dépenses publiques n'ont jamais été aussi élevées que dans l'histoire de France. Le poids des impôts, le prélèvement obligatoire sur 100 euros produits, presque la moitié est prélevée par l'État. On n'a jamais eu autant de fonctionnaires. L'État-providence n'a jamais été aussi lourd et redistributif. Bref, et c'est ça le cœur de ma thèse. Pourquoi? Et en fait, j'ai une série d'explications et je vais y aller très rapidement, hein, je vous rassure. Première, c'est qu'on regarde l'opinion des Français par rapport aux autres Européens sur l'économie de marché. Est-ce que vous êtes favorable à la concurrence, aux droits de propriété? Est-ce que vous considérez que le commerce international est une bonne chose? Eh bien, dans la population française, il y a une résistance, en fait. Dans les années 80-90, là où se sont fait les grandes réformes libérales en Angleterre, en Suède, dans d'autres pays européens, les Français, quand on regarde les sondages de l'époque, étaient beaucoup plus hostiles. Donc, on a eu des réformateurs libéraux, si vous voulez, des équivalents de Thatcher-Reagan, on les a eus en France, là. Il y en a un qui était très connu, qui s'appelait Alain Madelin, qui est toujours un peu en activité, il commente là, mais il avait un mouvement qui s'appelait Démocratie libérale, il avait un corpus très fort, mais globalement, il y avait une résistance de l'opinion publique. Donc ça, c'est un premier facteur. C'est une approche par la demande politique. Et c'est-à-dire que, bon, c'est un peu un constat d'échec, mais ça veut dire que les intellectuels libéraux de l'époque n'ont pas réussi à convaincre la population que finalement, la France souffrait de son état obèse. Même si la droite, dans les années, tu parlais du RPR avant l'émission, dans les années 80, Jacques Chirac était comme Javier Milei, il dit l'État est obèse, il faut le désengraisser, c'est les mots qu'il emploie là. Il faut réduire les dépenses publiques d'un point de 1 Chirac a été un peu comme un François Legault, en fait. Il a dit on va faire le ménage de l'État et lorsqu'il a intégré les sphères du pouvoir, il a fait le contraire. Exactement, et c'est un peu l'approche transversale de ma thèse, c'est l'approche par les choix publics, la public choice theory. C'est l'idée de dire que le seul but d'un homme politique, ou le but principal, c'est de se faire élire ou réélire. Et donc, par conséquent, qu'est-ce que font les hommes politiques? Et pour travailler avec eux aujourd'hui, je constate que la théorie marche bien. Ils regardent les sondages. Ils regardent en amont, est-ce que sur l'économie, si je fais ça, est-ce que mes électeurs vont me détester? Est-ce que je suis en phase avec l'opinion publique, etc. Mmh. Et dans les années 80-90 et jusqu'à aujourd'hui, les Français sont pas tout à fait prêts sur certaines réformes, quoi. Même si, par exemple, sur les privatisations, ils étaient prêts. On a privatisé en France
beaucoup d'entreprises. Je crois même qu'on a plus privatisé en France qu'au Québec. Vous avez encore des monopoles publics un peu étranges. La Je peux me SAQ, permettre. Hydro-Québec. Moi, je me remets pas de la SAQ, par exemple. Ça, c'est une atteinte fondamentale aux droits de l'homme que de voir des comptes du gouvernement pour acheter du vin. Là, mais Écoute, pour un bref, Français, ça devait être incroyable d'arriver ici et de voir le monopole de l'alcool tout court, là. ouais, c'était très dur à vivre, mais j'ai survécu. Mais en gros, voilà, donc on a pas mal privatisé, mais malgré tout, il y a eu beaucoup de freins à cause de la demande. Deuxième élément qui est à mon avis très important, c'est le poids de la technocratie d'État dans les élites en France. Très concrètement, quand vous regardez un ministre qui arrive, eh bien, tout son cabinet, ce qu'on appelle le cabinet, c'est les conseillers quoi, en France, eh bien, ils viennent de 3 grandes écoles, enfin je caricature, mais ils viennent de Polytechnique, l'ENA, Sciences Po, et c'est en gros, des écoles parisiennes, où, les cours qu'on leur donne leur montrent leur montrent avec beaucoup de noblesse ce qu'est l'État, sa fonction, ses missions, et considèrent en fait, d'un point de vue, de la société, que la société c'est comme, ça fonctionne comme comme avec les ingénieurs, avec, des matières quoi, des matériaux, et qu'il faut des ingénieurs sociaux à la tête de l'État qui, pour l'intérêt général, disent comment organiser la vie des gens, quoi. Et donc, il y a cet hubris un peu étatiste, technocratique est très, très puissant. Dans ma thèse, je m'amuse à regarder un peu, à faire la biographie des gens qu'entoure le ministre de l'économie. Et effectivement, ils ont ce profil-là. Alors que je compare avec les États-Unis, avec les revolving doors et les spoiled systems, et qu'un ministre arrive, et on le voit bien avec Trump, même qui ramène parfois des gens complètement caves, mais en tout cas, il ramène qui il veut. Il ramène pas des gens qui sont dans le moule, quoi. Il ramène des gens de la société civile. C'est pareil qu'Obama, d'ailleurs. Enfin, c'est pas propre à Trump. Et en France, globalement, ouais, parfois, je regarde les ministres, je leur dis, mais en fait, vous n'êtes pas libre. Ah non, 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 effectivement. C'est les directeurs de service. En fait, c'est l'administration. J'ai pas envie de parler de deep state, mais cependant, il y a quand même une technocratie qui bloque les réformes et qui a tendance à reproduire les schémas du passé. Les schémas du passé de 45 à aujourd'hui, après-guerre, voilà, nouvelle élite technocratique, c'est l'idée de dire Oui. ah bah, si on laisse le libre marché, ça va pas fonctionner, ça va Ces être le propos, ces désordre. propos que je vais tenir vont être probablement peut-être provocants et n'en tient qu'à moi uniquement et non pas mes comparses ni à mon invité. Mais les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires sont sensiblement comme les eunuques. Les eunuques de la dynastie Han, c'est-à-dire des gens qui ont été coupés de leur génitalité, pour le dire ainsi, ont été castrés. Mais ces gens-là avaient une abondance de pouvoir presque divin et contrôlaient par derrière, et non pas physiquement, mais le monarque en place, qui était l'empereur, ben, qu'on a ici avec l'ENAP, qui est l'école d'administration publique, au même titre que l'ENA en France, on vient de le dire, ce sont des gens qui pilotent le système en étant complètement impotents. Impotents, donc je ne dirais pas dans le contexte sexuel, mais dans le contexte de faire les choses, de faire des réformes. Et là, Francis qui se voile le visage parce que il ne peut pas penser à autant de vulgarité, mais c'est essentiellement ça, Non, une eunuque. C'est je m'en quelqu'un souviens qui a un depuis tantôt. pouvoir, mais qui ne peut pas agir. Donc, c'est ça essentiellement. Il dirige, il gouverne, mais ne règne jamais. Est-ce que c'est ça en France au terme de la haute fonction publique? Alors, je trouve la métaphore très amusante. Je dirais juste que, la différence avec l'eunuque, c'est que c'est le concours qui a castré, ça aussi, c'est une formule provocante, mais en fait, le format concours de la fonction publique, en gros, c'est les concours qui vous prennent 2 ans de vie, où il faut à tout prix répondre comme le moule vous l'indique, avec des sujets, il y a des attentes, de la part des correcteurs et cetera, et c'est vrai que pendant 2 ans, j'ai vu plein d'amis, hein, parce que j'ai fait Sciences Po, Grenoble comme tu le mentionnais. J'ai vu plein d'amis qui se mettaient en formatage concours et ils perdaient leur esprit critique. C'est-à-dire qu'à la fin, ils font partie, et ensuite, une fois qu'ils réussissent le concours, ils font une école, ça peut être l'ENA, ça peut être, Polytechnique et cetera. Et ensuite de ça, ils essaient d'être bien classés pour faire partie des grands corps d'État. Et au sein des grands corps d'État, il y a une culture, c'est normal, hein, c'est sociologiquement compréhensible, de gens qui se ressemblent, qui sont passés par les mêmes épreuves, parce que c'est difficile de devenir, de devenir haut fonctionnaire. C'est-à-dire que, bah, il y a ce rituel de passage, et à la fin, ça crée une mentalité quand même. Et ça part d'une très bonne intention, hein, parce que l'origine de ces écoles après-guerre, c'était de refaire les élites françaises qui, pour certaines, avaient versé dans le vichisme ou qui avaient été dans la résistance, mais qui avaient perdu leur vie, etc. Il fallait refaire une élite. Donc, il ne faut pas cracher dans la soupe.
à chaque fois, ça part d'une bonne intention. C'est l'idée de dire qu'il faut des cerveaux bien faits qui tirent la France vers le haut. Bon, le problème, c'est qu'on ne peut plus leur donner le bénéfice du doute, puisque ça fait 70 ans, en fait, qu'on les retrouve dans les cabinets, on les retrouve même dans les ministères. Là, par exemple, le ministère de l'économie, Éric Lombard, vous regarderez sur Internet, c'est fascinant de regarder dans sa biographie à quel point il coche toutes les cases du capitalisme de copinage à la française et de la technocratie. En gros, il est passé dans des caisses de dépôt et consignation, des organismes parapublics, des banques parapubliques. Il a été conseiller de ministre et il est projeté ministre de l'économie pour sa compétence technique. Donc, je trouve que c'est un profil. Et donc, on ne sort pas de cette technocratie. Alors qu'aux États-Unis, vous êtes valorisé quand. Au Québec aussi, j'avais un peu vu ça quand même. Vous êtes valorisé quand vous avez fait du business, quand vous avez quand vous avez fait des affaires, vous avez fait quelque chose, quoi, sur le marché. En France, vous êtes valorisé si vous avez un bac plus. Enfin, vous avez fait 10 ans d'études en administration. Et c'est ça, à mon avis, ils ont le monopole. Et je l'ai vu dans un parti politique où, en gros, pour faire le programme des européennes, j'étais tout seul dans une pièce avec 12 énarques. Ils me regardaient comme si j'étais autodidacte, que je n'avais jamais fait d'études et que je venais du fin fond de la ruralité. Alors que bon, j'ai quand même fait un doctorat. Mais ils me considéraient comme inférieur parce que je n'étais pas passé par l'ENA et par les mêmes concours, la haute fonction publique, et que je n'avais pas les connaissances techniques des acronymes qu'ils évoquaient. J'avais un regard un peu. Donc, ils m'acceptaient bien, ils disaient ah, c'est bien, tu es original. Mais je sentais quand même que numériquement, j'étais un peu inférieur, que j'étais tout seul, quoi. Donc, vous voyez, et je trouve que voilà, c'est ça qui explique que la machine continue à tourner, quoi. Et on continue à reproduire les mêmes erreurs. Et dès que vous arrivez en disant il faut privatiser, il faut réduire le nombre de fonctionnaires, le libre marché marche plutôt bien, en fait. Donc pourquoi vous voulez créer un énième règlement à la con? Eh bien, en fait, vous n'êtes pas crédible, quoi. Enfin, vous manquez de crédibilité parce que ils vous prennent pour un fou influencé par la pensée étrangère anglo-saxonne, etc. Alors que moi, je rappelais tout le temps en réunion, mais non, mais ça, c'est Frédéric Bastiat, c'est un Français. Vous voyez, mais c'est compliqué, en fait. Quand vous êtes réformateur, aussi bien que conseiller que ministre, c'est-à-dire politique ou conseiller de politique, c'est très compliqué de réformer en France. Écoute, pour enchérir ton point que tu nous as amené dans les dernières minutes, si tu peux accepter le partage, Sam. On voit ici la liberté économique selon le fameux Heritage Foundation. Ceux qui ont suivi la course américaine comprendront pourquoi je dis fameux. On voit le Canada ici, 14e. Ah, le Danemark est là. Il faut descendre tout en bas pour voir la position de la France. Oui. 63e. C'est vraiment fascinant, comme que tu mentionnais au tout début, qu'un pays avec autant de penseurs libéraux, au final, au niveau de la liberté économique, c'est loin d'être joyeux. C'est très, très loin d'être joyeux. Puis on se retrouve dans une situation où tu as à côté l'Allemagne qui fait très bien, les pays nordiques, scandinaves qui font très bien. Même l'Angleterre fait mieux, alors que les dernières années d'Angleterre ont été assez boboches, on va dire ça comme ça. De ton point de vue, pour avoir été du côté des think tanks, pour avoir été du côté politique, c'est quoi les solutions qu'on pourrait apporter pour avoir un impact rapide? Je parle pas des solutions à long terme, je parle vraiment pour des solutions rapides. Alors, pour l'anecdote, une fois, ça m'est arrivé de parler avec un responsable de parti de Liberté économique et j'utilisais ce classement et je disais bon là ça va pas bien, on est derrière la Malaisie, je crois, on est derrière beaucoup de pays qui sont moins développés que nous, enfin il faut se réveiller. Il a dit mais je connais pas ce classement, c'est quoi la liberté économique? Et donc j'ai dû lui expliquer. On part de loin quand même. Oui, alors ce qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est avoir un discours de rupture radicale et arrêter de présenter le libre marché comme une contrainte qui nous a imposé l'Union européenne. Parce qu'en fait, on a eu des petites réformes depuis les années 70, notamment l'ouverture à la concurrence, notamment des sociétés de transport, ce qui est une excellente chose pour les Français. Concrètement, le prix du Paris-Lyon a baissé depuis que Trenitalia est en concurrence avec la SNCF. Enfin, bref, arrêtez de se cacher derrière l'Union européenne en disant c'est des règles européennes, c'est nos partenaires, mais défendre une éthique de conviction. Expliquer pourquoi la liberté économique, ça permet à chaque individu de choisir ce qu'il fait de son portefeuille, choisir ce qu'il fait de sa vie, et que c'est une bonne chose, pas parce que ça va augmenter le PIB de 0,2% et que là, techniquement, c'est bien. Non, expliquer pourquoi il y a une moralité derrière la liberté économique. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment fait par les réformateurs de droite ou par les hommes politiques de droite
qui pour la plupart n'étaient pas forcément convaincus que c'était le bon discours à tenir et qui avaient un discours un peu frileux. Donc je pense qu'il faut introduire la morale, la radicalité dans le discours et assumer clairement que la France a beaucoup plus besoin de liberté économique que les autres pays, parce que d'une, elle en manque, et de deux, c'est ce qui a fait sa force dans le passé. Il y en a eu des épisodes de liberté économique sous la Troisième République, où on a des traces de bâtiments à Paris. Si vous voyez des bâtiments qui sont beaux là, avec de l'or dessus, vous pouvez vous dire c'est la période Hoffman, le comte comment? d'Hoffman. Exactement. Haussmann, etc. On venait de signer Hoffman. des traités de libre-échange avec l'Angleterre, c'était révolutionnaire. On avait une bourse florissante. Donc en fait, il faut et ça c'est assez important parce que ça s'exporte aussi au Québec. Il faut insister sur la tradition nationale, de dire non, c'est pas étranger. Les périodes de prospérité en France sont corrélées à des épisodes de liberté économique, connectées avec la pensée intellectuelle française. C'est français, ce sont des idées françaises qu'on a exportées et montrer concrètement ce que ça a changé dans la vie des gens. Parce que là, ce que je commence à sentir, parce que dans mon job précédent, j'ai été chercheur en sciences politiques, j'avais travaillé sur le clivage entre les ruraux et les urbains. C'est-à-dire, en gros, comment le fait d'habiter dans un centre-ville ou habiter au fin fond de nulle part, près d'une forêt en France, ça a influencé ta vision de la politique, la manière dont tu votais. Et j'avais montré dans mes recherches avec des sondages qu'il y avait un gap, enfin un énorme écart entre les deux. Et en fait, les ruraux, ils se sentent méprisés par ces élites urbaines, ils sentent qu'ils maîtrisent plus leur vie parce qu'elle est décidée à Paris. C'est hyper centralisé comme pays. En fait, je pense qu'il faut prendre ce constat sociologique et le transformer en proposition. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le pouvoir d'achat des gens qui dépendent de la voiture? Parce qu'il y avait vraiment une campagne anti-voiture en France, des écolos, etc., des socialistes. Là. Ah, même Et je pense, chose ici. Là. bah oui, l'interdiction des voitures thermiques en 2035, j'ai halluciné de voir que vous avez pris la même date au Canada, là, vous avez pris la même réforme que celle de l'UE. Il faut batailler là-dessus. Ouais. Il faut batailler en Et disant que c'est c'est là une liberté. la haine, ma portion Ben, c'est haine ça. par rapport à la France. C'est ça, j'allais dire. Je partage l'opinion de Samuel, l'amour-haine avec la France. J'adore la France, je suis allé quelques reprises il y a très, très longtemps. Mettons, on a un mouvement indépendantiste, en gros guillemets, au Québec, qui veut faire du Québec un pays, mais les seules idées qui importent, c'est les idées étatistes de la France, donc tout le contrôle étatiste, la réglementation. Fait que je trouve ça vraiment un peu contre-intuitif d'un parti qui se dit indépendantiste d'avoir plus de contrôle, la guerre à l'auto, des taxes vertes. Mais même à droite, je veux dire, il y a une extrême timidité à droite. Donc, on est présentement en élection au Canada, où on a le Parti conservateur, donc, qui est supposément être le parti de la liberté économique, de la liberté individuelle, mais tu vois, surtout au Québec, je veux dire, tu as le lieutenant politique du Québec qui, genre, il appelle les syndicalistes, on ne va pas vous attaquer, arrêtez de nous tu sais, ils sont vraiment en train de voir les... Non, moi, genre, assume tes positions, puis genre, fais la promotion de la liberté économique, démontre Je tes pense à chiffres. quelque chose, Il y a vraiment... Serge. Pardon? Tu me fais penser à quelque chose, Serge. Cette semaine, je parlais à Francis par rapport à la venue de Pierre Poilievre à Olivier Primo dans son podcast, et à la moitié parfaitement. Il a repris encore un vice et un défaut français, c'est-à-dire l'argumentaire du Parti communiste français qui a été hérité à plus tard le Front national. L'immigration est vue pour peser à la baisse sur les salaires. Le chef du Parti conservateur du Canada qui explique ça à un podcasteur-ish, influenceur-ish, entrepreneur qui s'adresse aux jeunes, va dire ce genre d'argumentaire-là, j'étais sidéré. Mais moi, ça m'amène à une question. C'est quoi un peu l'avenir pour nous, les libéraux? Tu sais, on ne sera jamais une majorité nulle part. Là. On est peut-être 5-10%, puis là, je suis très généreux. Là. Fait que c'est-tu de se joindre ou d'être très strict dans nos idées, puis avoir un 5-10% du vote ad vitam aeternam, ou c'est de se joindre à un autre mouvement, puis essayer de le tirer tranquillement vers nos idées? Ou faut-tu être genre être vertueux dans nos idées ou genre essayer de mettre un peu d'eau dans notre vin. C'est peut-être pas français, mettre un peu d'eau dans le vin, là, mais c'est pour essayer d'amener nos idées. C'est une question que je me pose depuis 15 ans, là. Donc, j'ai l'occasion de discuter avec beaucoup de gens et puis moi-même d'expérimenter des choses, là. Est-ce que je suis plus efficace à l'extérieur, là, en écrivant dans la presse, dans un think tank, essayer de tirer la fenêtre d'Overton d'un côté, ou est-ce qu'on est plus efficace en faisant des compromis, en étant en politique, en tant que collaborateur? Moi, je pense qu'on a besoin de tout, là. On a besoin de travailler. Moi, je pense qu'il faut une communauté libérale soudée.
arrêter de se chicaner, parce que c'est une spécialité, ce que j'ai montré dans ma thèse d'ailleurs, une des raisons de l'échec du libéralisme en France, c'est qu'ils n'arrêtaient pas de se chicaner, justement, en disant non, mais toi, t'es pas libéral parce que t'as John Rawls, t'es un socialiste. Non, mais toi, t'es pas libéral parce que t'es d'extrême droite ou t'es anarchiste. Non, mais en fait, il faut tous aller dans la même direction, travailler en réseau, exactement comme le font très bien les socialistes. Hein. Pour les avoir fréquentés, les universitaires, ils font tous partie d'associations, ils s'entraident, ils ont un esprit. En fait, on souffre de ça, on souffre de notre esprit individualiste, qui est très beau, hein, parce que moi, je suis individualiste. Mais le problème, c'est que au bout d'un moment, il faut travailler collectivement. Et justement, le nombre de fois qu'on m'a dit « Ah, t'es un vendu, tu travailles en politique, t'es pas vraiment libéral », et le nombre de fois quand j'étais universitaire, on dit « Mais toi, tu mets pas les mains dans le cambouis, t'es pas un vrai libéral engagé ». En fait, il faut arrêter avec ça. Toutes les approches sont bonnes, mais je pense que celle qui marche bien, c'est de créer un mouvement, là. C'est un mouvement collectif et avoir un leader charismatique. L'expérience de Javier Milei, c'est ça. Il était impeccable dans les principes. Il connaissait par cœur l'école autrichienne d'économie. Il peut citer du Hayek et du Mises de tête, là. Hyper impressionnant. Et il a créé une sorte de libéral populisme en réussissant à réconcilier la théorie libérale avec des préoccupations quotidiennes des Argentins. Et je pense que c'est un super beau modèle, quoi. Et en plus, il a réussi à être tout dans une même personne, mais il n'y a pas besoin qu'il n'y ait qu'une seule personne. Mais en tout cas, c'est créer un mouvement qui fait les deux. On a besoin des think tanks comme l'Institut économique de Montréal, par exemple, pour tirer la fenêtre d'Overturn. Mais on a besoin aussi de gens en politique qui y aillent, quoi. Et sans mettre de l'eau dans leur vin, quoi. En disant, en fait, l'immigration, on va pas utiliser des raisons socialistes pour dire que c'est une mauvaise chose, quoi. On va juste dire qu'il faut un libre marché de l'immigration. Les gens choisissent qui viennent, etc., en fonction des besoins. Enfin, on peut imaginer d'autres solutions libérales sur l'immigration, quoi. Mais en même temps, je veux dire, Javier Milei, on est tous pour ici, c'est un très, très beau modèle, mais il a quand même fallu qu'ils attendent que l'Argentine soit au bord du gouffre pour qu'un tel individu puisse prendre de l'avant-scène et de pouvoir, à un moment donné, des sociétés comme le Canada, comme la France, ne sont pas encore à ce point dramatique-là. Puis je ne sais pas si des figures aussi genre flamboyantes que Javier Milei peuvent vraiment avoir un impact tant qu'on n'est pas au bord du gouffre. C'est vrai, mais ceci dit, on est en voie d'argentinisation en France. Vous voyez, la dette grossit, les dépenses grossissent, il n'y a pas de réforme, on s'enfonce progressivement. Heureusement, pas d'un coup, mais progressivement. Mais on va arriver à ce stade au bout de 4-5 ans, là, je dirais. C'est pas tenable, la crise de notre dette. Mais moi, je ne suis pas pour la stratégie du pire. En revanche, ce qu'il faut surtout éviter de faire, c'est de miser sur des hommes politiques à court terme. C'est-à-dire que c'est ça l'erreur aussi dans ma thèse que je montre, c'est que souvent, les libéraux, ils ont dit ah, mais Jacques Chirac, il est formidable, il va nous sauver, ou telle personne va nous sauver. Non, je pense qu'il faut travailler. Et quand je dis travailler, c'est préparer les conditions culturelles, faire en sorte qu'en fait, qu'il soit impossible pour un homme politique du centre, on va dire, ou de la droite, de faire sans nous, enfin de faire sans nos idées surtout. Et pour ça, il faut travailler l'opinion publique. Vous savez, Quelque chose aussi là-dessus. Le comment Rassemblement national essaie de capter un peu de droite économique. J'ai flairé quelque chose, je ne suis pas vraiment sympathique au Rassemblement national, mais on voit Jordan Bardella qui est quand même approché par des personnalités plutôt libérales. On voit une transformation d'un discours qui était chez Marine Le Pen beaucoup plus socialiste, socialisatrice que M. Bardella qui le fait présentement. Est-ce qu'il n'y a pas, exactement. je pense pas qu'il y a un salut par rapport au Rassemblement national, il ne faut pas se leurrer non plus, mais justement, on en parlait avant d'entrer en scène, que les LR avaient essayé de traficoter, ou pas traficoter, excusez-moi, le terme est un peu grossier, mais essayer de s'acoquiner avec le RN dans les dernières élections législatives. Donc, Bah, il n'y ils a l'ont pas pas quelque fait chose. justement. Alors, petite rectification, ils ont choisi de ne pas le faire, mais en tout cas, le leader du parti l'a fait, a changé de parti, c'est Éric Ciotti. Donc, ils ont que 16 députés, non 15, pardon. Donc, c'est très fait, mais c'est pour moi, justement, ça participe à la stratégie du RN. Ils ont pris la frange la plus libérale sur le plan économique de LR. Bon, ils ne sont pas nombreux, mais c'est comme une frange. Et c'est des députés et des gens qui ont d'ailleurs des idées très libérales sur le plan économique, qui sont pas capables de parler à un type d'électorat. Donc, en gros, ils essaient de faire ce qu'ils appellent l'union des droites. Moi, j'appelle ça ça fait penser au fusionnisme nord-américain avec l'idée que les libertariens et conservateurs, ils doivent s'allier. Moi, j'ai vu ce que ça donnait aux États-Unis. Je trouve que c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour les libéraux parce que c'est dénaturé. On voit bien avec Trump. Moi, je connais pas mal d'Américains qui me disaient ah, c'est génial, tu verras Trump. Je dis bah, j'attends de voir, je pense que ça va le finir. Et là, l'annonce des tarifs, c'est indéfendable.
protectionniste d'un point de vue libéral. On peut plus dire non, mais il a un Non. agenda caché, mais tu vas Ouais, voir. ouais. Vraiment, Mais c'est ça, c'est un peu ça le problème, je trouve, avec la politique aux États-Unis, c'est que t'as Trump et Rand Paul qui sont deux personnages qui ont des idées complètement opposées, qui sont dans le même parti. Ouais, ouais, bah oui, mais Rand Paul qui est très voilà, qui connaît très bien la doctrine libertarienne, qui est très intelligent, mais et surtout, c'est le problème, c'est la polarisation. En réalité, les électeurs alors là, je prends ma casquette plutôt de politologue là, mais les électeurs républicains votent pour le parti républicain parce qu'ils aiment beaucoup Trump, mais parce qu'ils détestent les démocrates. Ils détestent les wokistes, et cetera, et aux États-Unis, c'est extrêmement polarisé et ça se polarise aussi en Europe, et la question, c'est qu'est-ce que font les libéraux, dans un contexte où ça se polarise? En fait, moi, ma stratégie, et là, c'est une discussion stratégique, c'est de dire: «Arrêtez de résumer les gens à leur identité. Sortons de l'identitarisme». La gauche, en plus, je l'ai bien vu avec la gauche québécoise, c'est quelque chose. Enfin, la gauche de Montréal, de l'île de Montréal, du plateau même, la République du plateau, cette gauche-là, là, c'était hallucinant, quoi. Alors tu te définis comment? Je dis: «Bah, je sais pas, moi je suis universitaire». «Non, non, mais tu es qui?» «Non, mais je sais pas». «Ah non, tu es un homme cisgenre, je sais pas quoi, blanc», je dis: «Mais ça m'intéresse pas, enfin, et je retournais ça, mon identité est multiple. Je m'identifie comme un amateur de heavy metal en premier, un cycliste en deuxième, un politologue en troisième. Enfin voilà, c'est pas à toi de m'assigner une identité. Je suis un individu, laisse-moi tranquille. Et ça, il faut le tenir à la gauche. Et évidemment, à l'extrême droite, qui essaie de. Voilà, moi, j'ai pas envie de dire, mais Mathieu Bocoté, il m'a regardé et il dit mais qu'est-ce que tu fais à quitter ton pays? T'es français, tes racines sont là-bas. Et j'ai dit, mais en fait, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas que français, je suis aussi amoureux du Québec, comme je disais. Excuse-moi, là, t'as dit quelque chose d'absolument épouvantable, je veux dire, pas de tes propos, mais de cette anecdote-là. MBC, qui nul n'est prophète dans son pays, on s'entend, il est plus francholoâtre que québécois actuellement. Je veux dire, Bah, moi, je suis très content qu'il vienne en France. Enfin, moi, j'ai rien contre. Enfin, je suis en désaccord avec lui, mais il fait ce qu'il veut, mais surtout oui. qu'il n'aille pas. Enfin, mais voilà, il incarne bien l'idée que l'identité est complexe, multiple. Il a l'air de beaucoup apprécier notre pays, et ça, même le savoir-vivre à la française, bah, tant mieux, quoi. Et en fait, il faut arrêter de se faire assigner des identités par des extrémistes, et il faut défendre l'individualisme et l'individu. Et c'est surtout ça qu'il faut faire, comme une sorte de troisième voie contre ces deux pôles qui veulent dresser les gens les uns contre les autres. Et c'est très facile de montrer les conséquences de cette hate politics. Les gens se détestent, ils s'assignent des identités, le débat devient binaire, pas constructif, on ne parle pas des vrais sujets. Le vrai sujet, bah là, par exemple, il va y avoir une crise de la dette, on n'en parle plus. Le problème, c'est qu'on s'enfonce dans la décroissance, on n'en parle pas. En attendant, il y a des réglementations environnementales qui détruisent en fait l'esprit d'entreprise. Et en plus, ces gens-là, il ne faut pas faire alliance avec eux parce que déjà, ils dénaturent nos idées. Et en plus, ils ne parlent pas des bons sujets. Et en plus, ils veulent dresser les individus les uns contre les autres en les assignant à des groupes. Donc, bref, c'est pour ça que je pense que c'est le discours à tenir contre la gauche identitariste et la droite identitariste. En étant de mauvaise foi, on peut dire en fait, ils mènent le même combat. Hein. Ce que Hayek montrait, enfin, sur un autre sujet, dans la route de la servitude, Hayek disait en fait, le point commun en fait, entre la gauche et la droite radicale de l'époque, fasciste et communiste, c'est qu'ils veulent orienter toute la société vers un même projet, quoi. Et nous, il faut en revenir aux fondamentaux en disant, bah, en fait, le projet que je vous propose en tant que collectivité, c'est que vous choisissiez le vôtre, là, que vous soyez maître de votre vie, et que vous puissiez jouir de votre portefeuille, de jouir de vos droits, de votre liberté d'expression, et voilà, on se laisse tranquille, quoi. Voilà. Je vois Francis sourire avec Je m'en allais enthousiasme. directement sur le point d'Hayek et de la route de la servitude, donc j'ai rien à rajouter. On partage la même Bible, non, le même dogme. Pratiquement. Donc, on s'entend que avant le podcast, je disais aux gars, bon, Kevin Brooks, c'est un personnage très intéressant. Ça fait longtemps que je voulais faire un podcast avec lui. Donc, Francis a bien fait de l'éviter. Moi, je suis parfaitement transparent. On avait invité un politique. Mon chef déragé, c'était OK, un politique qui va nous parler. Donc, c'est sûr qu'il y a un aspect théorique. Mais le monde des idées passe par là. Je veux dire, si on parle à monsieur et madame tout le monde, on s'entend que notre podcast s'agit d'un podcast davantage de politique geek, essentiellement. Mais si on se revient sur le plancher des vaches, je me dis tout le temps, on a entendu tellement de discours, mais il y a tellement d'encre qui a coulé sur les papiers. On a romantisé la politique, c'est-à-dire qu'on est allé aux barricades en s'offrant frapper le premier à mon poitrail, épée levée, et donc de dire on va tous être des révolutionnaires à la Commune de Paris, ou on va tous devenir des Girondins. Et c'est plus ça.
On voit des gens qui, dans des scrums de presse, font du simultané, du direct, et ne savent pas quoi répondre. Les politiciens n'ont jamais été autant ignares. Et même s'ils brandissent avec force des diplômes ou des papiers, ces gens-là ne sont plus connectés. Non plus avec les gens, les vulgaires paysans et la vulgaire plèbe, mais même plus connectés avec l'humain. Ils ont été tellement bien moulés à l'esprit du temps, Zeitgeist, pour les Allemands qui nous écoutent, qu'ils sont plus capables même d'exprimer un discours qui fait l'heure. C'est-à-dire, si on entend parler des gens qui disent le WEF, World Economic Forum, en dire il y a des gens qui traficotent, il y a des gens qui complotisent. Mais si c'était vrai, les politiciens sont tellement dumb, sont tellement idiots qu'ils reprennent la cassette au même titre que des gens qui n'ont jamais fait d'entreprise et qui deviennent des suppôts des compagnies pyramidales. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas l'esprit d'entreprise, ils n'ont même pas l'esprit politique avec un grand P, et vont rattraper ces discours qu'on entend ouais, à Davos, patata, tatata. Mais en réalité, ce ne sont pas des génies du mal, ce sont des idiots du médiocre. Alors, oui, je sais que c'est épouvantable ce que je dis, puis je suis un gérant d'estrade, mais je vais le rester. J'ai pas envie d'aller en politique. Moi, je salue les gens qui ont un peu de romantisme, je le dis avec aucun mépris, et qui vont dans les politiques et tout ça. Je me dis, mais quel courage! Quel Ouais. courage! Je ferais une distinction, non, quand tu es collaborateur d'élu, que tu es conseiller, tu pas de courage parce que tu ne te présentes pas à une élection. J'ai hésité l'été dernier là et pour exactement les raisons que tu évoques, je me reconnais beaucoup dans ton discours et en plus, j'assiste à la médiocratisation de la vie politique parce que je parle avec des vieux élus là de 70-75 ans. On évoquait Alain Madelin par exemple, qui était vraiment le leader, Free Market. J'avais écrit un texte avec lui, je me suis rapproché de lui là et son niveau n'a rien à voir avec les jeunes députés de 35 ans, là, de quel que soit le parti, qui débarquent. Et je ne peux pas parler de politique avec eux parce que je commence à leur dire le calcul de la croissance économique, le principe de liberté négative positive. Ils disent mais de quoi tu me parles là? Je comprends rien à ce que tu dis. Donc J'avais c'est une pas du petite mépris. question. on- Charles Ouais. Gave. Charles Gave, je veux dire, il est où Charles Gave? Il n'est pas en politique nulle part, mais Mhm. on voit, il y a Emmanuel Gave qui m'a ajouté sur Twitter. Moi, je ne fais rien, j'ai 2500 followers et je veux dire, j'ai aucun gravitas. J'ai un petit pion sur ces réseaux sociaux-là et je vois Madame Emmanuel Gave. Et là, je pense à Charles Gave, je pense à l'Institut des libertés. Qu'est-ce que tu Oui. penses de ce côté-là avant que les collègues reprennent? J'ai pas compris. C'est-à-dire que l'Institut des libertés, et en fait, Charles Gave, il fait, comme je disais, il participe au mouvement d'idées à tirer la fenêtre d'Overton sur les questions économiques. Alors moi, sur les questions économiques, je le suis, évidemment, c'est un disciple de Friedman, etc. Après, dès qu'il parle d'autre chose, parfois, c'est un peu freestyle. Et puis, parfois, il a tendance quand même à... Quand je disais la fracture au sein de, on va dire, de la droite et du centre, enfin, voilà, de ceux qui ne sont pas socialistes en France, fracture, c'est est-ce qu'on soutient les populistes? En fait, vous avez vachement bien framé l'émission et le débat, c'est ça. Et Charles Gave, lui, il a parfois choisi de soutenir plutôt des populistes, quoi. Il n'hésite pas avec ça. Alors que moi, je considère contre toute attente qu'il faut regarder à gauche aussi. C'est-à-dire les gens de centre-gauche, sociodémocrates, qui sont attachés aux libertés politiques. Alors moi, j'ai beaucoup écrit sur la liberté de fumer du cannabis, de consommer du cannabis. J'avais même point cannabis made in France et tout. Et en fait, il y a des gens à gauche qui ne comprennent pas beaucoup l'économie, mais qui ont quand même le sentiment qu'on est allé trop loin, quoi. Et qui font un peu de liberté économique et qui sont impeccables sur les autres libertés. Et en fait, Charles Gave, sa stratégie, c'est pas du tout ça. Hein. Plutôt de parler à un électorat, on va dire, très, très à droite. Et sur l'économie, évidemment, ce qu'il dit est tout à fait sensé. Notamment, ce que je disais sur la technocratie d'État, lui, il n'en manque pas une pour les détruire, il a raison. Mais en revanche, je pense que le libéralisme est un tout et que il faut être libre de disposer de son portefeuille, mais libre de fumer un joint comme ça au bord d'un lac, tant que ça interfère pas. Pendant que Kevin s'étouffe un petit peu, Serge, un Ah, point. c'est ça. Voilà, je vais te laisser prendre une gorgée d'eau si tu veux prendre la voix. Mais tu as tout à fait raison sur le fait qu'on a tendance à voir la politique comme étant gauche versus la droite, alors que je veux dire, c'est plus un quadrilatère. Je veux dire, tu as la gauche, la droite, tu as l'autoritarisme, tu as le libertarianisme. Et probablement que, mettons, on prend l'exemple américain, je veux dire,
t'as beaucoup de. Les démocrates, à la dernière élection, étaient très genre autoritaires à gauche. T'as Trump qui est très autoritaire à droite. Alors que t'as des gens, à gauche comme à droite. À la droite, t'as Rand Paul, comme je l'ai déjà mentionné, qui est très libertarien, mais très aussi genre libertaire. Je veux dire, liberté individuelle, moins de gouvernement. Mais du côté démocrate aussi, t'as des Jared Polis, qui est le gouverneur du Colorado, qui lui aussi, genre, il est très school choice, il est très, mais tu sais, il a une mentalité plus à gauche, mais il est beaucoup plus proche d'un Rand Paul qu'un Kamala Harris ou d'un Donald Trump. Fait que faut pas nécessairement dire faut être qu'à droite. Il y a des gens à gauche qui partagent notre volonté de liberté, d'individualité. C'est juste que je pense qu'il faut faire des alliances avec ces gens-là plutôt que genre dire non, non, t'es à gauche, t'es mauvais, on va juste rester avec ta droite. Je veux dire, c'est un tout qu'on peut agrandir. Là. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Il faut faire un front des libertés, quoi. Et je l'observe en France parce que je fais partie des différents clubs ou associations, et il y en a une où il y a des députés de 4 partis, là. Et ils sont tous bien, hein, individuellement, c'est tous des gens, comme on disait, mais ils viennent de 4 partis différents. Parce qu'on a beaucoup de partis, de micro-partis en France, là. Et là, on a envie de se dire, au bout d'un moment, et je reviens au point que faisait Samuel sur la classe politique, le niveau baisse. Comme le niveau baisse de la classe politique et que ce ne sont plus des entrepreneurs politiques au sens de Joseph Schumpeter, lui, il disait à l'inverse, mais non, en fait, il faut faire confiance aux entrepreneurs politiques, ils arrivent avec un programme et les électeurs sont un peu bêtes, c'est un peu des moutons, ils votent sans bien comprendre. Là, ça s'est un peu inversé, c'est-à-dire que le niveau des hommes politiques a baissé et c'est des machines à regarder les sondages. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer un mouvement et changer le climat d'opinion, changer la demande électorale. Et quand on aura le peuple, les gens avec nous, de toute façon, les hommes politiques seront obligés de changer leur logiciel idéologique, ils vont s'adapter à la nouvelle demande. Et c'est pour ça que c'est le conseil d'ailleurs qu'avait donné Hayek, donc un penseur, c'était non seulement un penseur libéral, mais un stratège. Dans les années 50, il y a un Anglais qui est venu lui voir en disant « Mais qu'est-ce que je devrais faire? Je dois rejoindre le Parti conservateur ?» Il a dit « Non, non, ce serait beaucoup plus efficace si vous agissez sur la demande des électeurs en changeant l'opinion des gens. » Parce que le Parti conservateur de l'époque était complètement étatiste en Angleterre. Et c'est ce qu'il a fait. Il a créé l'Institute of Economic Affairs. Et l'Institute of Economic Affairs est un think tank qui a beaucoup influencé Margaret Thatcher une fois qu'elle s'est intéressée aux idées de liberté, quoi. Donc, là, on est dans une période de traversée du désert. Ce que je préconise, c'est créer du mouvement, faire des alliances, préparer les munitions intellectuelles. Et comme ça, le jour où on sera en crise ou le jour où on parviendra à convaincre les gens qu'il faut des réformes libérales, on sera prêt. On aura un programme de gouvernement, on sera capable de travailler avec des gens plus à gauche que nous, plus à droite, mais on sera prêt, quoi. C'est un peu le constat que je fais. Et alors, c'est pour la France, mais je pense que pour le Québec, c'est pas loin, là. Ah, exact. Et je pense que la meilleure image que j'ai à donner par rapport à ce que tu disais, par rapport aux vieux politiciens qui ont de la profondeur d'analyse, ont une connaissance, et les politiciens actuels qui sont vachement décevants. Récemment, il y a quelques mois, Lucien Bouchard, ancien premier ministre du Québec, qui s'en va au podcast de François Legault, actuel premier ministre du Québec. Oh mon Dieu, je m'ennuie de Lucien Bouchard. C'est incroyable. Si tu as quelques minutes de ton temps à prendre, je t'invite à regarder quelques vidéos. Écoute pas le 40 minutes complet, tu vas J'avais être vu des découragé. discours. J'avais vu des discours et puis voilà, il avait un phrasé, enfin, il y avait des punchlines, comme on dit de nos jours, plutôt des phrases. Mais oui, c'est intéressant de voir les deux générations ensemble et c'est-à-dire le niveau a baissé. Je Oui, pense tout que à fait. le vocabulaire a baissé, le nombre de mots et puis aussi la force de conviction, quoi. Ça s'améliore pas vraiment. Là. Je veux dire, c'est pas pour rien que Yann Sénéchal et Vincent Geloso voulaient pousser Éric Kerr, chef de la DQ, parce qu'ils savaient que c'était un véhicule complètement vide qu'ils pouvaient remplir à leur façon. Là. C'est pas gentil pour lui, je ne connais pas ce monsieur. C'est correct. Tu manques pas grand-chose. Non, ça ne manque pas grand-chose. Non. Je vais te poser une question. Parce qu'on se trouve en Europe, là, en tout cas, on parle beaucoup avec le Brexit ou le Frexit, même au Québec, on parle je veux dire, encore un mouvement d'indépendantisme québécois. Mais est-ce que le libéralisme économique est compatible avec la souveraineté nationale? C'est une question fascinante pour le Québec parce que le mouvement indépendantiste québécois n'avait pas forcément vocation à être étatiste et à imiter les idées françaises. Vous avez cité la DQ.
Les leaders de l'ADQ étaient plutôt favorables à la liberté économique et de ce que je comprends de la politique au Québec, c'était splitté en deux, quoi. Et que malheureusement, de ce que je comprends, c'est les gagnants de l'histoire, c'est plutôt la France étatiste des indépendantistes, des autonomistes, on va dire, qui a pris le dessus. Mais je pense que les deux sont compatibles parce que le libéralisme, c'est pas qu'économique, c'est aussi l'idée d'avoir le pouvoir au plus proche des gens. C'est la subsidiarité. Et aussi le libéralisme, dans sa version, on va dire, pragmatique, les gens ont besoin de l'identité. Donc moi, je pense que c'est complètement compatible et que malheureusement, c'est l'histoire propre au Québec assez récente qui fait que il y a le camp souverainiste étatiste qui a gagné contre le camp. Il y avait un camp souverainiste libéral sur le plan économique qui s'est un peu effacé, quoi. Donc voilà, mais à Et l'avenir, on pourrait imaginer un mouvement autonomiste, en tout cas, ou Mmh. indépendantiste, avec un bon corpus de liberté économique. Les deux ne sont pas incompatibles. J'ai l'impression qu'en France, comme au Québec, dans des sociétés qui étaient du moins keynésiens, qui étaient gaullistes d'un côté et lévéquiennes, je pense pas que ça se dit, là, mais héritées du passé de l'évêque et de Lesage, de la Révolution tranquille. Bon, les mythes fondateurs se ressemblent un peu. Sur le point de vue un peu plus réalisme, je crois que, comme avec la CSN-FTQ, la CGT en France, les syndicats ont fait montre justement d'une organisation extraordinairement bien faite, bien ficelée, qui a empêché ces idées de réforme. En disant, quand je t'écoute, je me fais penser à quand j'ai investi les rangs des communistes révolutionnaires au Québec. Et c'est assez curieux, c'est absolument ironique ce que je vais dire, mais à la façon les libertariens, anarcho-capitalistes, minarchistes, libéraux dans le sens large, cette case horaire, ce cadran en bas à droite qu'on a quand on voit gauche-droite, liberté, autorité, je m'en viens au point, c'est qu'on dirait que ça prend cette forme-là. C'est qu'on veut faire des think tanks, des mouvements, graviter autour de. Mais les élites politiques sont inféodées à la façon d'un servage euh, médiéval aux syndicats en France comme au Québec. Comme si ces réformes qu'on pourrait dire, est-ce que François Legault, parce que j'ai essayé de le suivre en 2017, je me suis dit que la CAQ était un peu comme l'ADQ, qu'elle était la troisième voie. Je me suis royalement planté, j'ai été cacufié. Or donc, cette idée-là était de dire, on va faire le ménage, on va faire un projet Saint-Laurent et tout ça. J'ai embarqué dans le bandwagon à mes dépens, comme bon nombre de gens qui étaient même de ma génération par ailleurs. Ça n'a pas fonctionné. Euh, on dirait que les gens qui essaient d'avoir un discours plus à droite, un peu plus arriviste, et que les gens d'affaires se retrouvent au pouvoir, j'allais dire au portail du pouvoir, et dirigent fondamentalement avec le même esprit que le système qui les ont engendrés. Donc, comment peut-on faire fi d'une organisation très socialiste, euh, très castratrice? Comment peut-on faire? Ah, c'est une excellente question et j'essaie d'écrire un livre sur le sujet. Mais en gros, dans les explications, il y a ce que tu dis, en gros, pour le dire simple, c'est le corporatisme. En sciences politiques, ce qu'on trouve, c'est que il y a une dépendance au sentier des politiques publiques. Quand tu te perds en forêt, au bout de 10 km, tu regardes tes chums et tu dis, bon, on s'est perdu les gars, est-ce qu'on fait marche arrière, on vient en point de départ pour prendre un autre chemin? En fait, les gens vont dire, ah non, on a investi déjà 10 km, on continue, on va le trouver finalement, le lieu qu'on voulait. Et en fait, c'est ça la dépendance au sentier des politiques publiques, c'est que dès qu'on crée un système, donc le système d'État-providence 45 en France, et ben plus le temps passe, plus il devient coûteux de revenir en arrière, Le centre parce que constellation. on a créé des clientèles. Donc là, par exemple, en France, c'est j'allais dire les boomers, non, pardon, les personnes âgées, retraitées. On a créé des clientèles électorales comme les retraités en France. Et donc, quand vous arrivez et moi, j'ai déjà eu des réunions à droite, hein, justement, parce qu'ils sont très frileux sur les retraites à droite. On je disais, ouais, il faut privatiser, il faut la capitalisation. On me disait, mais non, c'est nos électeurs. Et effectivement, le poids électoral des vieux en France est très élevé. Donc, vous créez des clientèles électorales. Vous créez des réflexes intellectuels, c'est l'apprentissage social. En France, tout le monde apprend, en fait, les communistes en 45, ils ont créé le meilleur système, c'est tout beau, c'est génial. Donc, au bout d'un moment, les gens le croient. Donc, quand on crée un système, ça crée ça. Et ça crée aussi adaptation. C'est-à-dire que lâcher des Français en disant, vous devez investir en bourse pour financer votre retraite, ils n'ont pas le réflexe, ils ne sont pas habitués à ça, quoi. Ou alors, si vous dites,
les études supérieures, tes études de sociologie, tu vas les payer de ta poche. Là, il y a une dissonance cognitive, ils ne sont pas habitués. Donc, en gros, le problème, c'est qu'on est très dépendant d'un système qu'il est très difficile à réformer parce qu'il y a plein de gens qui ont intérêt à ce que ça ne bouge pas. Et comment surmonter cette logique des intérêts et que chaque député, il est frileux, il s'accroche à sa table. Est-ce que tu proposes, il y a tel groupe qui va être contre tel groupe. Je pense que c'est le populisme libéral. Et là, donc là, je vais vous surprendre, mais parce que voilà, je suis censé être un gentil politiste modéré. Mais en réalité, pour surmonter la logique des groupes d'intérêt, il faut faire un appel au peuple. C'est ce qu'a fait Javier Milei. C'est ce qu'avait fait Margaret Thatcher en 79, lors du Winter of Discontent. En fait, les syndicats contrôlaient, ils verrouillaient l'Angleterre. Mon père m'a expliqué, parce que moi je suis aussi d'origine anglaise, qu'il a fui son pays parce que voilà, c'était ingouvernable, c'était la misère quoi à l'époque par rapport à la France. Et en fait, ils sont allés au bout de la logique du socialisme. Et Thatcher, à l'arrivée, elle n'a pas eu peur quoi. Ils vous prennent en otage, etc. Ils n'ont pas eu peur, elle n'a pas eu peur de remettre en cause le système. Donc il faut un bon réformateur, un appel au peuple direct en fait, en pointant les privilèges de ces gens-là. Il faut avoir le courage de pointer ces privilèges. Mais globalement, les hauts fonctionnaires en France, c'est facile de les pointer, mais voilà, la classe politique n'ose pas. Et je pense qu'il faut du courage, un leader, et poser le bon constat, et accepter. Première réforme, là, si vous me donnez 100 jours Premier ministre de la France, c'est que je supprime l'ENA, je supprime le statut de la fonction publique, je supprime pas mal d'écoles, en fait. Je fais payer les écoles 15 000 $ par an aux étudiants pour pas subventionner des études où, en gros, c'est même plus des études, c'est du wokisme, quoi. On tape dans le portefeuille de tous ces gens-là, là, qui sont un peu des fonctionnaires de la gauche, qui sont payés pour leur défendre leurs idées dans le débat public. Fine, mais le problème, c'est qu'à droite, comme vous, par exemple, vous avez un vrai métier, entre guillemets, et vous le faites sur votre temps libre ou par passion. Alors qu'en face, les étatistes, ils sont payés à temps plein pour bloquer le pays, pour défendre le système. Et ça, c'est pas juste. Et donc, il faut les définancer les syndicats, définancer les enseignants-chercheurs quand ils passent leur temps à promouvoir leurs idées. Donc, ce serait des réformes radicales les 100 premiers jours, quoi. Alléluia! Comme dirait Amel, la doctrine amélienne, il faut. Oui, OK, je comprends. Il faut les couper humilier. Couper les bas. Oui, c'est ça, il faut les humilier en les castrant. Mais symboliquement. J'ai beaucoup de rapports sexuels dans ce podcast-là. Je m'excuse aux auditeurs. Les propos entretiennent que de moi. Je tiens quand même à dire que je suis en défaveur de la castration des fonctionnaires, qu'il y a des méthodes plus modérées. Non, mais en effet, c'est tout à fait ça, parce que c'est facile à gauche de dire on va donner l'école gratuite, l'éducation gratuite, l'épicerie gratuite. Nous, on est plus dans les chiffres, mais quand tu regardes des initiatives comme le Doge, où tu vas vraiment dire, regarde, on a dépensé 50 millions pour telle affaire complètement ridicule, mais là, la population embarque parce qu'elle dit, waouh, on a dépensé de l'argent pour quelque chose d'aussi ridicule que ça. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'il faut aller chercher les gens, parce que juste y aller puis dire, ben, gars, tu vas être responsable de ta vie. Ah, mais c'est difficile, c'est épeurant d'être responsable de ta vie. Quand le gouvernement dit qu'il va tout te payer, c'est bien plus réconfortant. Mais tu sais, je pense que ça, il faut avoir une approche pour, comme tu dis, les définancer puis illustrer les dépenses ridicules qui sont faites. J'ai fait un texte sur les commissionnistes au Québec. On a un rapport aux commissions qui est délicieux. On dépense des fortunes pour aller récupérer des fortunes qui sont beaucoup moindres et qu'en réalité, on ne retrouve même pas le tiers de ce qu'on a perdu dans des scandales de corruption, dans de la collusion. On parlait de corporatisme. Hein? Ici, on parle de BS corporatif, pour le dire ainsi, sans aucunement insulter les gens qui ont des mesures d'aide sociale qui peuvent vraiment être dans des situations de handicap. Alors que dans le BS corporatif, bien, ces gens-là ont déjà les moyens, fonctionnent et sont garnis de subventions. Ce sont des vampires, des parasites. Je le dis encore avec beaucoup tu vois, moi, je discute souvent. Moi, j'adore ma coiffeuse de mon village. Je viens d'un petit village de 1500 habitants à la frontière de la Normandie. En fait, elle comprend tout. Et en fait, les gens du village, ils sont d'accord avec moi, avec tout ce que je dis quand je parle pas d'AIEC ou que je parle pas de théorie. Mais en gros, concrètement, ils voient bien, c'est pas normal que les chefs d'entreprise se fassent aider. C'est quoi cette histoire? Et donc, en fait, c'est pour ça que je dis, il faut plus se tourner vers les gens et accepter de taper les élites, mais de manière intelligente. C'est-à-dire pas de théorie du complot, pas de trucs comme ça. Mais c'est vrai que le système, il favorise les amis du pouvoir. Il faut le dire. Les Zeppelins, là, au nord du Québec, c'est quoi cette histoire, là? Flying Whale.
Mais quel Quand j'ai exemple? vu ça, je me suis dit, Ah. c'est quoi cette histoire? C'est qu'ils font appel à une compagnie bordelaise, je crois, ça vient de Bordeaux, de français, pour mettre des zeppelins, pour faire des allers-retours. Mais c'est bon, bref. Donc c'est un exemple parmi d'autres de subventions débiles, mais Mais là, t'as Ça n'a pas probablement, lieu encore. hein. Plus de Saint-Nectaire, moins de Zeppelin. Je mange un ouais, bon mais Saint-Nectaire français présentement. t'as la probablement chance. t'as probablement vu la dernière subvention que le gouvernement du Québec a fait de 5 millions pour développer des mini-carottes au Québec parce que les mini-carottes viennent des États-Unis. Non, non, ça j'avais Ce pas n'est pas vu. une blague. Et c'est pas une blague. Il n'y avait pas le panier bleu aussi? Panier Ouais, bleu, Oui. c'était un bel échec et j'ai fait un clin d'œil d'ailleurs au panier bleu dans mon commentaire par rapport à Petite carotte du Québec bleu. Euh, écoute, mais voilà, donc ça, il faut rigoler. Et d'ailleurs, il faut utiliser l'humour. Enfin, et globalement, c'est common sense, là. C'est le sens commun. Après, essayer de convaincre un universitaire de gauche, c'est une perte de temps. Mais par contre, parler à des gens qui ont les pieds encore sur terre, Mhm. je pense que Comme on c'est eux dit à qui font mieux. quelqu'un qui exerce de la recherche dans un. Bon, je vais être méprisant et condescendant, mais vous allez commencer à me connaître. Je veux dire, c'est ma pastille de goût, comme dirait mon Serge mon cher co-religionnaire Francis. Non, j'ai dit, vous voulez dire cher, mais ça Serge. J'ai pas une diction parfaite comme Kevin Brooks. Alors, dans le fond, c'est ça, c'est que vous allez dire, vous en allez aller pas à l'ENAP, non, certainement pas à l'ENAP, vous allez à l'UQAM, l'Université québécoise des amis de Moscou. Vous allez rencontrer les gens dans leur chaire de recherche. Je veux dire, excuse-moi, Solange, Marie, Chantal, Soleil, Tremblay-Bouchard, ta recherche sur les pingouins albinos non genrés, non seulement il n'y a pas de pertinence sociale, mais il n'y a pas de pertinence scientifique. Donc, malheureusement, on ne pourra pas t'accorder le crédit de financement. Il y en a beaucoup, là. Je veux dire, il y en a beaucoup. Je veux dire, on a à chaque fois, hein, ça s'en vient d'ailleurs dans l'émission, la foire de la semaine, on n'a qu'à foirer, hein, c'est un terme qui nous est propre, on n'a qu'à foirer les subventions en recherche. On a parlé à Pierre Desrochers, qui est professeur à l'Université de Québec, de Ah oui, l'Université de je connais Toronto. bien. On Je connais essaie bien. d'aller voir tous les programmes de subvention et on dit, mais s'il y a quelque chose qu'on peut au moins se soulager, c'est qu'on est une société, mais abondamment riche, extraordinairement riche. Mais de l'argent est gaspillé par les fenêtres, là. Le pingouin albinos agenré. Et je veux dire, c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui a pensé à ça. Il y a certainement quelqu'un qui est allé chercher le crédit de recherche par rapport à ça. Je veux dire, en France, vous avez bien quelque chose Ouais, qui c'est ressemble à ça. pareil. Non, mais je connais bien le système et ce qu'il faut dire à ces gens-là, moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui essaient de faire la recherche, et cetera. Leur dire: «Mais ça, il y a, 2 choses. D'une, c'est que tu vas te trouver des donateurs privés pour le faire et bravo. Mais par contre, n'utilise pas l'argent de tout le monde, n'utilise pas l'argent du boulanger-pâtissier de mon village pour faire ça, s'il te plaît. Mhm. S'il te plaît, quoi, reviens sur terre». Et 2 choses, c'est que je pense qu'il faut, effectivement plutôt privatiser une partie de la recherche universitaire et garder un peu de recherche fondamentale, mais mettre des critères, quoi, et en revenir. Moi, en sciences politiques, ça m'a fasciné, au colloque, de l'Association française de sciences politiques, il y avait aucun panel sur les élections et sur les partis politiques, qui me semble quand même être des sujets majeurs de la science politique. Par Et c'est contre, la base. il y en avait 3-4 sur le genre. En fait, on est en train de se nord-américaniser. Moi, j'avais quitté l'université canadienne à cause de son wokisme. Le jour où j'ai reçu un mail, French Theory, ça vient pas de l'Amérique. Oui. bah, c'est un boomerang, là, tu vois, ça nous Ouais. revient, là. Mhm. Bah, en gros, quand j'ai reçu un mail en me disant formation, la maîtrise de sa masculinité en cours, je me suis dit, mais en fait, je suis pas venu là pour ça, là. Je suis là pour enseigner la théorie politique, économique. As-tu maîtrisé ta masculinité en cours? Bah, la présomption de culpabilité, parce qu'en fait, il avait envoyé à tout le monde, j'ai pas pris mal, là, je me suis dit HEC Montréal. Puis c'était HEC Montréal, je me suis dit, bon, HEC Montréal, ça va, là, c'est business. Mais donc, en fait, j'ai compris que c'était twist. Enfin, la plupart des universitaires commencent à mélanger. Moi, ce que je dis tout le temps aux étudiants et à mes collègues, c'est que moi, j'ai mes idées libérales, libertariennes, mais en cours, je fais autre chose. Là, je reviens sur les grands auteurs, je fais des tests économétriques pour montrer s'il y a un truc cause ça, là. C'est pas fun toujours, mais en tout cas, j'essaie de mettre de côté mes valeurs là. Et eux, ils se privent absolument pas. Quand j'ai appris qu'une collègue à l'UDEM, elle mettait des mauvaises notes quand il n'y avait pas de l'écriture inclusive, je me suis dit, mais c'est ok. Bon. Ah, c'est La fou. politisation de la recherche et de l'enseignement, ça, il faut couper, Tu sais, quoi. Et tu sais, genre, Doug Ford, il avait fait un bon truc en Ontario là. Il avait coupé en fait des programmes entiers de trucs woke là. C'est ça qu'il faut faire, c'est définancer massivement la recherche qui est politisée, quoi. Voilà. tu sais, tu donnais l'exemple, justement, quand tu donnes des cours, que tu essaies le plus neutre possible.
Jean-François Caron, qui est un ami du podcast, qui est prof au Kazakhstan à Astana, prof de sciences politiques. À la fin de son cours, il donne toujours un sondage à ses élèves. Vous pensez que le professeur est de quelle idéologie? Ouais, je fais Et, pareil. et quand il est rendu à la fin de son cours, puis qu'il est environ un tiers, il est heureux, c'est beau, j'ai fait ma job comme il faut. Bah voilà, moi je fais pareil d'une échelle de 0 à 10, que vous trouvez que j'étais objectif, que vous ne voyez pas mes idées, j'ai souvent des scores assez corrects. Donc, mais bon, si tu donnes ça à un prof qui donne un cours sur la sociologie du genre, ou alors moi j'ai eu mon cours d'histoire à Sciences Po, c'était histoire des femmes, il n'y avait pas les hommes dedans. Tu te dis, bon, c'est important de parler du féminisme des femmes, et notamment de leur discrimination, il n'y a aucun problème là, mais faire qu'un cours là-dessus, voilà. C'est ça. Écoute, Serge, je te donne l'honneur de poser la question fatidique du podcast. Ah, OK. À tous les podcasts, on essaye d'avoir un élément qu'on couperait. Tu en as peut-être déjà un peu parlé quand tu disais que tes premiers 100 jours, mais ça serait quoi ton afuera? Qu'est-ce que tu coupes en premier? Je coupe en premier, je supprime le ministère de la Culture en France. Parce que moi, en tant que membre, Frédéric Mitterrand en à la tant guillotine. en tant que membre d'une minorité oppressée, celle des métalleux, qui aiment le heavy metal, c'est bizarre que c'est toujours les mêmes qui ont le droit aux subventions et pas nous. Et pour égaliser, en fait, et l'idée de dire qu'il n'y a pas une culture supérieure à une autre, ce qui est le cas avec un système de subventions bien huilé en France, on supprime le ministère de la Culture et chacun écoute la musique qu'il veut, va au concert qu'il veut en fonction de qui est prêt à le payer. Voilà. Ironiquement, notre premier épisode portait justement sur la destruction du ministère de la Culture Ah québécoise. ouais? C'était avec qui? Juste nous trois. Ah oui, Dans le d'accord. temps, On n'a Francis, pas c'était tout- pas on a- hyper actif et qu'il invitait pas 4 personnes. Enfin, Ouais. le principe initial du podcast, on était juste tous les trois, puis on jasait de sujet, puis à un moment donné, j'ai fait comme, hey, ce serait le fun de recevoir Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Ah oui. Je l'ai invité. C'est vrai. Ensuite, j'ai invité un autre. Une autre. Finalement, on a plus d'invités que juste de Ouais. podcasts avec nous autres, finalement. C'est super. En tout cas, merci beaucoup pour ce podcast salvateur. Et en mot de conclusion, je dirais la liberté est une belle chose qui mérite d'être défendue. Faisons-le ensemble. Voilà. La liberté n'est pas une marque de yogourt, comme dirait Pierre Falardeau, qui, s'il avait bragué les suffrages, aurait probablement fait une république socialiste soviétique québécoise. Mais bon, si on veut prendre les mots, les théories, les mots. Mais c'est très bon. Écoute, voilà, Tu en je ne parles les cache mots, pas ça? mon sentiment. Mais je voulais voir un peu aussi, en tout cas en terminant, parce que tu étais l'animateur du podcast Libre-Échange. Je pense que ça n'existe plus, le podcast. Je sais que du côté anglais, il l'a encore, de l'Institut des Liberal Studies, des études libérales. Il y a encore le penchant anglophone qui est de Curious Task, qui est un podcast qui run encore. Que j'écoute, mais je suis vraiment genre 5 ans en retard, là, fait que j'essaie de les écouter toutes, mais en tout cas 5 ans en retard. Je me demandais s'il y avait de quoi d'autre en français qui existe ou qui va revenir ou. Alors, The Curious Task, la version anglaise du podcast existe encore. Libre-Échange, les 15 épisodes sont encore disponibles. J'ai vérifié l'autre jour. Donc, ils sont disponibles, mais il n'y a pas de nouvelle saison parce que j'ai quitté mes fonctions et on n'a pas trouvé quelqu'un pour reprendre. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir. Et je fais de la publicité pour l'Institute for Liberal Studies qui organise cet été une université d'été sur la liberté, mais c'est en anglais malheureusement. Enfin, malheureusement, il faudrait que ce soit bilingue dans l'idéal. Donc, ça, c'est bien. Et en français, il y a un manque justement. Ça semble très dynamique au Québec. En France, il y aura bientôt un podcast du think tank Génération Libre, mais ça risque de prendre plusieurs mois. Et sinon, je recommande Liberté, thé écrit comme le thé qu'on boit là. Liberté, c'est un super podcast fait par l'Institut libéral suisse. Il y a des Suisses qui font des belles choses. D'ailleurs, il faudrait que vous les invitiez, hein, les Suisses sont géniaux. Et je crois que le centre Jean Gol en Belgique, donc je suis la pub de tout le monde sauf de français, fait aussi des choses, des formats intéressants, quoi. Et en France, comment dire France, Tu ça dis, va venir. excuse-moi, liberté, parce que j'ai Liber, L-I-B-E-R, trait d'union, T comme le T. On parle de T, liberté, c'est parfait, mon Dieu. Je vais Oui, c'est ça, les c'est bien inviter. ça, avec Nicolas Jutzet, de mémoire. Voilà.
Et les Suisses que tu me dis, c'est-à-dire le Gol, excuse-moi, pour être bien sûr. Et les Belges, c'est le centre Jean Gol, comme Jean le prénom, et Gol, G-O-L. Et Corentin Gol. de Sales, qui est le directeur scientifique du centre Jean Gol, est un type extraordinaire, qui fait beaucoup pour la liberté en Belgique. Et en France, attendez. Mais il n'y a Vérifiez. pas de. Mais on en parle comme ça, brûle pour point. Là. C'est presque du direct, bien que notre podcast va être diffusé demain sur la plateforme de Yann et Frank, demain à 18h. Donc, ce n'est pas. C'est presque du direct. Pourquoi pas une espèce de cercle d'amitié franco-québécois, de liberté, parce qu'on parle tellement de façon atomique, moléculaire, excuse-moi Serge, pour les comparatifs, mais on est tellement dans une solitude distincte, il y aurait peut-être avantage à se ressembler, à se rassembler, dis-je, pas se ressembler, ça peut se faire aussi, là, c'est facile, mais des podcasts qui s'interpellent de France et du Québec, ça pourrait être intéressant dans le monde francophone. Moi, je suis très favorable. Il y a eu des épisodes, ce qu'avait fait Martin Masse avec le Québécois libre, donc vous êtes peut-être trop jeune pour vous en souvenir, mais c'était magnifique. C'était un site avec des Français, des Québécois et des Belges, et peut-être des Suisses. Donc c'était l'époque des blogs, on va dire. Donc ce que Martin Masse a fait, on peut Vous êtes très trop bien l'imaginer. jeune. Comment? J'ai 33 ans, puis Francis aussi. Et Serge, Non, une mais je crois quarantaine que le d'années. site, a arrêté de fonctionner il y a assez longtemps. Le site était presque en fin de vie lorsque je commençais à être Ouais, libéral. pareil. Là. Moi, j'ai connu en fin de vie, là, mais donc non, des initiatives transatlantiques, moi, je suis très favorable. Et quand j'avais travaillé pour l'Institute for Liberal Studies, j'avais fait des séminaires francophones. C'est-à-dire que c'était des séminaires Zoom là, pendant la pandémie, et J'avais j'invitais pas mal participé à un d'Africains. d'ailleurs. Comment? J'avais Ah, participé à l'un d'eux. Ah, chouette. Et on avait invité des Africains, des Africains, des Belges et des Suisses, et des conférenciers aussi, des conférenciers belges et suisses. Donc, moi, je suis favorable pour faire un front commun francophone. Voilà. Et surtout, si Geloso, si ça se finit par des bières avec Geloso. Mais ça, il faut l'imaginer, quoi. Il faut imaginer une rencontre physique à Montréal par an avec. Ben, c'est ça, c'est la plus grande faiblesse de la droite économique, c'est qu'elle travaille. Elle travaille dans d'autres choses, elle travaille en recherche. Moi, je travaille dans le domaine juridique, Francis travaille dans l'agroalimentaire, Serge travaille dans le domaine de la chimie moléculaire, pharmaceutique. Donc, on a tous des boulots et il faudrait se dédoubler, se tripler. Mais quand tu es de gauche, même si on te sépare en 4, de toute façon, à temps plein pour être un militant, ça c'est facile. Je veux dire, combien de gens au cégep, dans les collèges, j'ai rencontré, faisaient leur cégep pendant 5-6 ans? C'est vrai. Oui, c'est ça, il faut couper les vivres, ce que je disais tout à l'heure, il faut couper les vivres de ces militants subventionnés, quoi. Et en fait, le meilleur moyen, c'est de trouver un moment dans l'année, une université d'été, en fait. C'est un moment où tu te dis, tiens, je vais faire des vacances en Europe, là, je vais visiter, je sais pas moi, le sud-ouest de la France ou la Normandie, qui est la plus belle région de France. Eh bien, tu te dis, au passage, là, je vais rencontrer des camarades libéraux à Paris, enfin, peut-être pas en région parisienne ou en Belgique, j'en sais rien. Mais ça, je pense qu'il faut un événement par an, là, tu vois. Il suffit de ça. Et évidemment des podcasts, mais ça, c'est facile, là. Mais il ne faut pas que du virtuel, une fois par an. Voilà. Donc, je reviens vers vous dans 6 mois avec la proposition. Comment? Et on se fera un trou normand, bien naturellement. Je veux dire, la Normandie peut redevenir danoise également. Je veux dire, on a Rollo. L'amour à la danoise, c'était nous, ça. C'était ma famille, Milan avant. C'est le seul sujet sur lequel on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. J'accepte quand même qu'on continue. Je ne veux pas que la Normandie redevienne danoise. Écoute, ma famille vient de Loire à la base, donc. T'es pas concerné. C'est pas loin, ceci dit. Les Vikings ont pris leur drakkar puis ont pris la Loire de toute façon, donc tu peux la prendre aussi. C'est les Francs. C'est une bataille ancestrale. Sam. Moi, j'ai aucune idée. Là. Je veux dire, les premiers cloutiers ont arrivé au Québec en 1634. Fait que ça fait trop longtemps. Pour que les premiers Hamelins sont arrivés en 1649. C'était les premiers seigneurs de la seigneurie des Gondines. Ah, mais 1634, il venait d'où? Il venait de Bretagne, non? Non, il vient de la Loire, dans mon cas. Toi, la Bretagne, probablement, Serge. OK. Probablement de Bretagne. Moi, j'ai jamais visité la Bretagne. J'ai visité la Normandie, je suis d'accord. C'est magnifique, la Normandie. J'ai visité le sud aussi, dans la région de Carcassonne. C'était aussi très beau. Saint-Jean-Donnant, avec un sinon, c'est ça. J'ai été beaucoup plus en Allemagne puis en Autriche.
Et moi, j'aime tellement le Québec que je vais passer mes vacances à Chicoutimi, quoi, c'est pour vous dire. Non! Je suis né là, moi. Ah ouais, bah dans un mois et demi. Tu vas tes vacances à Chicoutimi. C'est la ville de ma Oui. naissance. Non, ouais, mais il y a un contexte. Je vais aussi passer par Montréal. Enfin bref, j'ai fait un road trip. Enfin, j'ai d'autres trucs prévus. 5 Là, je heures vous de route. rassure. C'est- Il est patient sur la route. Il est patient quand même. Mhm. 5 heures de route. Bon, bah, ça va. Et puis c'est magnifique. Là, on voit j'espère voir enfin des caribous que j'ai jamais vus. Mais bon. Ouais. Voilà. Nous, on en Ouais. voit tous les jours. Ils Ouais, sont c'est pas le même. incarnés de façon anthropomorphique par les Ouais, c'est pas le même genre de caribou. Les nationalistes québécois, on les appelle les caribous, entre amis. Ah oui, ah, d'accord. Ah, j'avais pas la référence. Enfin bref, tout ça pour vous dire, peut-être que ce sera une occasion pour se voir. Si on reste en contact en tout Ouais. cas. Bien sûr. Merci infiniment pour cette conversation. Et puis à bientôt, j'espère. Bon On sera courage. de toute façon mutuellement sur nos réseaux sociaux, donc on partage. Tu nous appelles quand tu veux. On est Mhm. toujours là, notre porte va toujours être ouverte. Ça, c'est Merci. un honneur, un plaisir. Exactement. Avec Et un si plaisir. jamais il y Merci a un d'avoir sujet, décalé le podcast à cause de ma maladie que j'ai toujours un peu, comme vous avez pu Ouais. constater. J'en suis désolé. Ben non, c'est correct. Et si jamais tu veux nous parler d'un autre sujet, fais-nous signe, ça va nous faire plaisir. à Ouais, chaque et puis fois. je peux vous recommander des amis belges et suisses et Ouais. éventuellement français aussi. Ça nous ferait plaisir de parler avec des gens qui disent octante et nonante Mhm. aussi. On les accepte. Est-ce qu'on Ouais. les accepte aussi? Ah oui, mais moi j'aime ça, moi je le dis des fois. Je dis octante, pourquoi pas. On Il va y a juste toi qui coaliser, comprends. on va coaliser tous les libéraux français et on va faire la conspiration des libertariens. On va conquérir le monde puis laisser le monde tranquille. On La pourrait faire Ah une ouais, c'est première magnifique. internationale, un peu comme les marxistes, mais Alors, ça- moi, je propose qu'on colonise. Alors, c'est une proposition. J'espère que je suis plus enregistré. Par contre, qu'on colonise Saint-Pierre et c'est Miquelon. toujours enregistré. Ah oui. Pour Non, coloniser mais quoi? c'est une blague. Je tiens à préciser que c'est une blague. Mais parce qu'en fait, il y a un dirigeant politique en France qui a dit qu'il fallait mettre tous les gens qu'on doit expulser, les immigrés qu'on doit expulser à Saint-Pierre et Miquelon dans un camp, En fait, parce qu'il fait froid. Et du ouais. coup, je rebondis là-dessus en disant, en fait, ce qu'il faut plutôt faire, c'est de faire Saint-Pierre et Miquelon une île, enfin vraiment une presqu'île libertarienne, là, tu vois. Si tu veux, Kevin, je peux faire des approches exploratrices au mois de mai de l'année prochaine. Je vais aller faire un petit tour à Terre-Neuve et par Saint-Pierre-et-Miquelon, justement. Ouais, tu On tâtes dit de le quoi? terrain, tu parles avec le maire. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'une communauté de 3000 libéraux francophones s'installe? Voilà. Ouais. C'est au lieu d'être Caribbean Island, initié par Vincent, ça va être Saint-Pierre-et-Miquelon, Islande. Ça va être parfait. Ouais. Les fous Ah oui, on va tranquilles. créer une communauté concurrente, une île en face de celle de Geloso, et puis on Ah verra oui, comme quel les système. Vikings ont fait ça en Islande. On fait ça en Islande. Ils ne voulaient plus rien savoir du continent. Ils ont mis leurs pieds à terre. C'est pour ça que l'Islande est dit. On pourrait faire la même chose. Why not? Pourquoi Why pas? not? Ah oui, c'est vrai. C'est un dom-tom. C'est la République de la France. Ouais, c'est bon. C'est chaud, Ça se mais discute. Donc, sur ce, on trouvera une On le fait. solution. Sur ce, je vais Exactement. aller dîner, mais enfin souper, pardon. Mais à très bientôt. Voilà. Merci. Parfait, merci. Bonne soirée. Merci à Bye. tout le monde et bonne soirée, bonne journée à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Merci. Bye bye. Au revoir.